Alors, ben, juste commencer un peu, là, qui sommes-nous? En fait, ça a commencé par, je m'auto-proclame un papa curieux et motivé, dans le fond. C'est dans mon expérience personnelle là, avec Juliette que je vais vous présenter dans quelques instants, avec les 18 ans. J'ai voulu partager des informations, mais donc ça a commencé par une personne, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Là. On a une bonne communauté très active de parents, naturellement, mais aussi des intervenants et des professionnels qui ont travaillé dans le projet, plusieurs partenaires en or. Donc, vous voyez, là, il y en a 6 là, à l'écran actuellement. L'appui pour les proches aidants étant le principal partenaire. Donc, c'était le bailleur de fonds, si je veux, pour la réalisation du site Web. Et puis moi, mais qui je suis, donc Céline l'a mentionné, je suis un papa, un parent aidant, j'ai 3 enfants, ma fille aînée, Juliette, qui a 19 ans. Donc, là, 2 ans, j'étais dans les démarches pour ses 18 ans, elle avait 17 ans et demi. On s'est préparé d'avance, puis là, je voyais plein d'informations que je voulais partager parce que je ne trouvais pas l'information sur des sites web ou je la trouvais à plein d'endroits différents qui étaient difficiles à trouver. Fait que j'ai dit, faudrait condenser ça à un endroit. Donc, depuis ce temps-là, j'offre des conférences comme celle d'aujourd'hui. Ça doit être à peu près ma 30e peut-être que je donne, là, et également la création du site web. Pour ceux qui s'intéressent, donc Juliette, c'est une zèbre, donc elle a une maladie rare, c'est une microdélétion puis le résultat de ça, dans le fond, c'est qu'elle a plusieurs limitations, plusieurs diagnostics, comme vous voyez à l'écran. Alors, naturellement, quelques avertissements. Les informations, naturellement, ne sont pas des conseils, des avis professionnels ou juridiques. Il faut toujours aller voir des professionnels là, dans le cas de besoin. Et la présentation aussi est axée sur l'atteinte des 18 ans. Puis, pas la fin de la scolarisation, puis c'est un choix qui est délibéré qu'on a fait ça. Le site s'appelle Parents aidants 4-18 ans. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va focuser. Il y a beaucoup d'autres enjeux. Hein, quand on devient adulte, on devient majeur. Donc, on va vraiment focuser sur ça. Puis, je ne présenterai pas tous les éléments non plus en détail. Par exemple, le REI, qui est un programme financier qui existe là, dès que l'enfant a un handicap, une limitation. Bien, je n'expliquerai pas c'est quoi le REI. Je vais juste expliquer c'est quoi l'impact des 18 ans sur ce véhicule-là. Alors, je mentionnais, quand on devient un adulte, ben, il y a plusieurs enjeux, puis ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. Fait que si on posait des questions là, aux familles que vous suivez, aux parents, ils disent c'est quoi votre plus grande crainte là, par rapport au fait que votre enfant devienne un adulte? Mais pour certains parents, eux, ils vont vraiment se préoccuper beaucoup sur la fin des études secondaires. Est-ce que mon enfant va pouvoir aller au cégep? Est-ce qu'il va être obligé d'arrêter l'école? Y a-t-il des programmes spécialisés qui existent? Il y en a d'autres, ben, ça va être le marché du travail. Est-ce qu'il va être capable de s'intégrer, avoir une autodétermination, avoir une contribution à la société? D'autres, ça va être l'hébergement, qui est un énorme enjeu, on ne se le cachera pas également. Donc, tous les éléments que je vous mentionne là, ce sont des enjeux qui sont majeurs, qui sont peut-être même plus grands que l'atteinte des 18 ans, mais tout le monde passe par les 18 ans. Ça, on s'entend là-dessus. Puis au niveau légal, au niveau des trajectoires de service, il y a beaucoup de changements. Donc, moi, je vais vraiment focuser uniquement sur l'atteinte des 18 ans, malgré qu'il y aurait des choses très intéressantes à dire sur les 3 autres sujets. Le cœur de la présentation, c'est vraiment l'atteinte des 18 ans. Bon, mais qu'est-ce qui se passe justement à 18 ans? Donc, la journée des 18 ans, l'enfant devient un adulte, devient majeur. Et au niveau de la loi, cette personne-là est jugée apte à exercer pleinement tous ses droits. Puis ça, c'est sans égard à tous les diagnostics que la personne peut avoir, toutes les reconnaissances médicales au niveau des soins à domicile, des soins au niveau de la santé, des programmes spécifiques, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau financier aussi, avec les allocations familiales pour les enfants handicapés. Donc, tout ça, ça ne tient plus en delà de 18 ans. La personne est jugée apte à exercer pleinement tous ses droits. Donc, pour naturellement se poser la question, est-ce que la personne, elle est apte à le faire? Si ce n'est pas le cas, bien, il faut mettre en place différentes mesures. La deuxième chose qui arrive, c'est sans égard au fait qu'elle devient présumée apte, c'est l'offre de service qui est offerte varie beaucoup, change beaucoup à 18 ans. Donc, il y a beaucoup d'organismes dans le domaine du milieu de la santé qui, eux, les trajectoires de service changent à 18 ans. Des fois, c'est un petit peu avant, des fois, c'est un petit peu après, mais majoritairement, c'est à 18 ans, notamment tout ce qui est des services à l'enfance, hein, pédiatrie, qui sont transférés, services aux adultes. Au niveau financier aussi, il y a plusieurs changements. Ces impacts-là, bien, ils sont variables en fonction de la situation de l'enfant, en fonction de la situation familiale. Et donc, moi, je vais quand même présenter tous les éléments, les principaux éléments. Il y en a qui peuvent impacter certaines de vos familles. D'autres familles, ça va être d'autres éléments. Donc, mais on présente quand même là, tous les enjeux.
tous les impacts possibles des 18 ans. Et ces enjeux-là vont être présentés en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qui touche les aides financières. En fait, tous les impacts financiers, notamment les aides financières de dernier recours, les changements fiscaux. Donc, je vais avoir 7 fiches à vous présenter au niveau des éléments financiers. Deuxième élément, c'est les aspects légaux. Donc là aussi, je vais avoir 7 fiches à vous présenter. On va parler notamment de mesures de représentation qui incluent la tutelle, les procurations, mais on va aussi parler de testament, de fiches testamentaires, de droit de vote. Donc, il va y avoir 7 éléments. Et le dernier bloc est les aspects de santé des services sociaux. Je vais ici, encore une fois, avoir 7 éléments à vous présenter, notamment les trajectoires de services qui changent dans le milieu hospitalier, mais il y a aussi d'autres éléments au niveau des assurances que je vais vous présenter. Alors, on se lance, les aspects financiers. Donc, comme mentionné, il y en a 7. L'élément qui est en gras, les aides financières, il est là parce que je vais passer un peu plus de temps sur cet élément-là, parce que c'est l'élément, je vous dirais, le plus, où les gens ont le plus d'interrogations, ils ont le plus de questions. C'est vraiment les aides financières quand on parle des 18 ans. Puis c'est aussi pour vous mentionner qu'il y a d'autres présentations qui existent spécifiques sur les aides financières. On va aller un peu plus en détail. Donc, si ça vous intéresse, ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Alors, on commence avec les allocations familiales qui, vous le savez probablement, se terminent à 18 ans. Les allocations, il y en a 5 qui existent. Donc, j'essaie de résumer ça dans un petit tableau avec des acronymes. Là. Désolé pour les acronymes si vous ne les connaissez pas, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a des allocations universelles au Québec et au fédéral, donc que toutes les familles ont en fonction de leurs revenus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fourchettes. Et il y a des allocations pour les personnes handicapées. Donc, il y en a 2 au provincial, puis il y en a une au fédéral. Premier constat, regardez les fourchettes maximales des allocations familiales. Donc, pour les familles à faible revenu, l'impact de la fin des allocations familiales, elle est énorme. On peut parler de 25 000 en moins pour ces familles-là. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment très important. L'autre élément que je veux porter à votre attention, c'est l'allocation qui est en bas à gauche, le SEHNSE. C'est le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Donc, il y a 2 montants parce qu'il y a 2 paliers. Ça dépend du niveau de limitation. Moi, je vais le prénommer le SENS. Donc, dans ma présentation, je vais vous parler du SENS. Donc, c'est l'acronyme pour le SEHNSE. Ce que je veux vous dire à propos du SENS, c'est que, heureusement, les programmes changent, s'améliorent un peu à travers les années. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés que je vais vous présenter qui ont eu lieu dans les derniers 12 mois. Et notamment, ça va faciliter l'accès aux aides financières. Fait qu'un enfant qui est bénéficiaire du SENS, arrivé à 18 ans, vous allez voir tantôt, ça va être beaucoup plus simple à avoir les aides financières, que ce soit la solidarité sociale ou le revenu de base. Puis il y a aussi certains avantages avec le chèque emploi-service. Donc, pour clore cette petite fiche-là, 2 petits conseils. Donc, premièrement, au niveau de vos familles, si vous pensez qu'ils peuvent avoir accès au SENS, bien, c'est peut-être bon de les forcer. Oui, les formulaires sont longs à remplir, c'est complexe. Mais s'ils ne le font pas là, ils vont avoir d'autres formulaires à remplir, puis ça va être plus complexe plus tard. Fait qu'un dans l'autre, en plus d'avoir une rétroactivité et des montants qui sont quand même très intéressants. Donc, il faut vraiment encourager les parents à demander le SENS. Et deuxièmement, je l'ai mentionné, c'est de prévoir l'impact financier de la fin des allocations familiales, particulièrement pour les familles à faible revenu. Alors, la deuxième fiche, qui est le REI, qui est un régime enregistré d'épargne invalidité. Alors, ce qui change à 18 ans, c'est que le revenu qui est utilisé pour établir la contribution du gouvernement fédéral, donc c'est le gouvernement fédéral qui donne des bons et des subventions, bien, c'est celui du bénéficiaire. Donc, avant 18 ans, c'est le revenu familial des parents. Rendu à 18 ans, c'est le revenu du bénéficiaire. Comme celui-ci risque de ne pas avoir de revenus ou peu de revenus, donc vous voyez ici le cas où il y a moins de 37 487, qui est un seuil là, au niveau du REI, bien, en dessous de ce montant-là, la personne a le maximum des contributions du gouvernement et elles sont énormes. Donc, le gouvernement verse automatiquement 1 000 par année sans aucune cotisation. Donc, nous, on n'a même pas besoin, les parents n'ont pas besoin de mettre d'argent. C'est dès que le REI est ouvert, il y a 1 000 par année. Et en plus de ça, s'il y a des cotisations qui sont mises, bien, vous voyez, la hauteur des subventions, elle est très grande. Fait que pour vraiment maximiser les contributions du gouvernement, c'est le 1 500 de cotisation qui va donner 4 000. Donc, le gouvernement va verser 4 500 Fait que c'est énorme l'impact financier rendu à 18 ans d'avoir un REI. Le gouvernement va mettre énormément d'argent dans ce véhicule-là. Petit conseil pour y avoir droit dès les 18 ans,
ben, la personne, le bénéficiaire, doit produire une déclaration de revenus à 17 ans. Donc, c'est un peu illogique. On se dit, ben, à 17 ans, l'enfant n'a pas de revenus. Pourquoi je ferai une déclaration de revenus? Ben, c'est justement pour que le gouvernement sache que le revenu du bénéficiaire, il est de zéro. Parce que si le gouvernement n'a pas de déclaration de revenus, il va se dire qu'il y a un revenu inconnu, donc il ne maximisera pas les bons et les subventions. Revenu inconnu n'égale pas zéro pour le gouvernement. Ça dit, moi, je fais le minimum que ce que je peux faire. Donc, c'est pour ça que c'est important. On fait une déclaration, il y a zéro revenu, on envoie ça. Et après ça, ben, dès les 18 ans, on va pouvoir avoir les contributions maximales. L'autre petit changement à 18 ans avec le REI, c'est que tout dépendant des aptitudes du bénéficiaire, il peut devenir titulaire ou co-titulaire du compte. Donc, prendre certaines décisions sur l'endroit où les sommes sont placées, le niveau des cotisations, ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment des aptitudes de l'enfant. Par exemple, moi, pour ma fille, le REI, bon, l'ouvert, elle avait 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Non, c'est pas bon, l'ouvert, elle avait 4 ans, parce qu'elle a commencé, elle avait déjà 3 ans quand le REI était mis en place. Donc, elle n'a pas d'aptitude, elle ne peut pas gérer son REI, donc il n'y a pas eu de changement au niveau du titulaire, du co-titulaire du compte. Euh, Dernier petit conseil pour le REI, pour vos familles, au niveau fiscal, il y a beaucoup d'éléments à mettre à jour avant les 18 ans, notamment le crédit d'impôt pour personnes handicapées. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais quand la personne arrive adulte, le parent n'a plus accès au dossier fiscal de l'enfant. Donc, c'est important de mettre à jour le CPH parce que pour certaines familles, il arrête à 18 ans. Donc, il faut le renouveler. Et avant 18 ans, donc c'est plus facile pour les parents de mettre à jour ce crédit-là qui est nécessaire pour avoir accès au REI. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette page-là. Faut qu'il soit valide. Et dernier élément, un petit avertissement, c'est que rendu à 18 ans, comme la personne, en présumant que ce n'est pas elle qui va gérer le REI, ben, le titulaire du compte, qui est habituellement les parents, comme c'est nous qui gérons le REI de notre fille, ben, on va être obligé de faire attention parce que les sommes sont assujetties à ce qu'on appelle des placements présumés sûrs. Donc, c'est le sujet de ma prochaine fiche. C'est quoi des placements présumés sûrs? C'est une obligation du Code civil du Québec qui dit que lorsque l'on gère les sommes d'une autre personne, dans le fond, là, par autrui, on est soumis à certaines règles, à moins que la personne nous a donné plein pouvoir, là, mais ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, si c'est une succession, l'éducateur testamentaire, dans le cas d'une tutelle, donc il y a différents cas de figure où là, on n'a pas le choix, on doit respecter les placements présumés sûrs. C'est le cas notamment pour une personne majeure et inapte à gérer ses actifs. Puis c'est quoi ça, des placements présumés sûrs? Donc, c'est une liste de 10 placements admissibles qui sont définis dans le Code civil du Québec. Donc, il y a 10 biens qui sont majoritairement des obligations, mais que ça comporte aussi des actions, mais des actions canadiennes. Fait que là, il faut faire attention, le terme présumé sûr, il est un peu trompeur, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont garantis, hein, ils sont présumés sûrs. Une personne pourra mettre 100% des rayés dans des actions canadiennes. Fait qu'il faut faire attention là, au terme. Ceci étant dit, il ne faut pas partir en part non plus là, pour les familles, pour les parents. Lorsqu'on gère les biens d'une autre personne, on a une obligation de moyens, non de résultats. Donc, si on a un conseiller financier, il nous fait des placements qui sont diversifiés, puis là, ben, la bourse, malheureusement, des rendements négatifs, on ne peut pas être poursuivi ou être accusé de négligence pour ça. Au contraire, on a très bien fait les affaires. Et bon, ça ne s'applique pas non plus aux placements qui sont déjà en place. Donc, on n'est pas obligé de tout refaire ce qui a été placé là, avant les 18 ans. Dernier petit avertissement, là, ceux qui se connaissent peut-être un petit peu là-dedans ou qui ont déjà affaire avec ça, avec certaines familles, là, entre la loi qui dit que c'est obligé de déplacement présumé sûr et la pratique, il y a 2 mondes. Pour les planificateurs financiers qui s'y connaissent bien, ils ne respecteront peut-être pas les placements présumés sûrs parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop risqué. Il n'y a rien que des actions canadiennes. Donc, c'est très concentré. Vu que c'est très longtemps, il faut quand même prendre des actions un peu pour avoir du rendement. Fait qu'ils vont quand même prendre des actions américaines, mais ils vont bien justifier ça. Puis, il n'y a personne qui a déjà eu des poursuites par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Là, le but dans tout ça, c'est que tu as un conseiller financier, il sait quoi faire, c'est parfait. Il faut être à l'aise, il faut être en confiance avec notre planificateur financier qui gère les avoirs de la personne. OK, quatrième élément qui est les aides financières. Donc, il y en a plusieurs qui existent. C'est Québec qui gérait jusqu'à tout dernièrement. Donc, il y a une petite nouveauté là, qui va commencer en juillet. Je vais en parler à la fin de ma présentation. Mais c'était le gouvernement qui gérait des programmes d'aide financière, notamment lorsque les personnes avaient des problèmes de santé.
qui limite les possibilités de travailler. Ce qu'on appelle aide sociale, le bien-être social, le BS. Peut-être qu'il y en a là, des un peu plus vieux comme moi qui ont déjà entendu parler de ça. C'est plus les termes qui sont utilisés maintenant, là, le BS. Mais bref, pour avoir accès à ces aides financières-là, il y a 2 critères. Le premier, c'est qu'on doit démontrer naturellement qu'on a des critères, qu'on a des contraintes sévères à l'emploi, donc on n'est pas capable de travailler. Le deuxième critère, c'est qu'on doit démontrer qu'on a peu de biens. Parce que le gouvernement, il gère ses programmes d'aide financière comme une aide financière de dernier recours. Hein, il veut s'assurer que les gens ont d'abord utilisé leur avoir et leurs biens avant de faire la demande. Donc, je vais expliquer un petit peu comment on se qualifie avec ces 2 critères-là. Donc, les contraintes sévères à l'emploi, pour les démontrer, on doit remplir ou déposer un rapport médical. Puis là, il y a 3 cas de figure qui peuvent arriver. C'est intéressant de connaître ces 3 cas-là pour faciliter la transition ou l'accès à ces mesures-là pour les familles. Le premier cas, c'est que la personne était bénéficiaire du sens. Donc, je n'ai parlé tantôt, l'allocation familiale. Ça, c'est le cas le plus simple. L'admissibilité, elle est automatique. Même pas besoin d'avoir un rapport médical. Donc, il y a une lettre qui va être envoyée au domicile 2 à 4 semaines avant les 18 ans pour dire le Retrait de Québec, disant votre enfant a le sens, vous avez juste à déposer cette lettre-là avec votre demande, il va être automatiquement mis aux aides financières. Le deuxième cas, c'est d'avoir ce qu'on appelle un diagnostic évident. Donc, c'est le terme là, officiel. Là, je l'ai mis en guillemets parce qu'il est un peu spécial comme terme, mais c'est vraiment le terme officiel qu'on peut trouver facilement en faisant une recherche sur Internet, dans lequel il y a environ 120 diagnostics qui sont là. On va parler notamment de cancer, de paralysie, de plusieurs syndromes là, qui sont populaires. Donc, dans ce cas-là, l'admissibilité, elle est aussi automatique aux aides financières, mais avec le rapport médical. Donc, le médecin va écrire dans le rapport le diagnostic de l'enfant. Ce diagnostic-là se retrouve sur les 120, donc il va être admis. Pour les diagnostics de déficience intellectuelle, il faut faire attention. On ne peut pas juste écrire qu'il y a une déficience intellectuelle, par exemple moyenne. Il faut décrire un peu plus c'est quoi les limitations qui amènent cette déficience intellectuelle-là. Mais c'est très bien décrit là, dans la liste des diagnostics évidents, qu'est-ce qu'on doit fournir. Et aussi, petite nouveauté, depuis novembre passé, il y a les diagnostics d'autisme qui sont de nouveau acceptés parce qu'ils avaient été retirés en 2022. Donc, il y a certains, ils n'ont pas tous été réajoutés en novembre dernier, mais il y en a plusieurs qui ont été réajoutés. Donc, vous avez des familles qui vous ont dit mon enfant est autiste, j'ai été refusé à l'aide financière. Bien, maintenant, ce n'est plus le cas, tout dépendant du diagnostic d'autisme. Donc, ils en ont remis là, dans les diagnostics évidents. Et il y a le troisième cas, que là, le gouvernement va faire une analyse. Ça ne veut pas dire que la personne va être refusée, mais là, ils vont vraiment regarder les limitations de la personne pour savoir si elle est admise ou non aux aides financières. Fait que, petit conseil, allez chercher le sens, je vous l'ai déjà dit. Tantôt, là, je dis vous, pardon, mais vos familles. Là, je donne tellement des présentations à des familles que je parle souvent au vous comme si je parlais à des parents. Et aussi, les forcer peut-être à aller chercher un diagnostic qui peut se retrouver, c'est des diagnostics évidents. Il y a des parents qui disent ça ne me sert à rien d'avoir un diagnostic, j'aurais plus d'affaires. Mais rendu à 18 ans, ça peut vraiment les aider, là, tout dépendant du diagnostic de leur enfant. OK, fait que ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la valeur des biens de l'actif. Je l'ai mentionné, le gouvernement, il gère ses programmes comme étant la dernière source de revenus possible. Et vous donnez un ordre de grandeur. Là. Lors de la demande, le gouvernement demande des preuves de revenus, d'avoir et de biens que possède la personne. Si c'est trop élevé, la personne peut être refusée ou avoir des pénalités. Et pour la solidarité sociale, qui est le programme le plus populaire au niveau des contraintes sévères à l'emploi, il est vraiment petit ce montant-là, c'est 2 500 $. Fait que si la personne a plus que 2 500 $ à son nom, elle va être pénalisée au niveau des aides financières. Fait que quand les parents veulent bâtir un patrimoine pour leur enfant, c'est super, je le fais pour ma fille. Mais il faut faire très attention de la façon qu'on le fait. Il ne faut pas la pénaliser. Heureusement, les REI sont exclus. Heureusement, les fiducies, si certaines fiducies sont exclues aussi, on va en parler tantôt au niveau des aspects légaux des fiducies testamentaires, pour ne pas pénaliser justement les aides financières. Ce qui est problématique, c'est un héritage qui est reçu directement, des placements qui sont directement au nom de l'enfant, trop d'argent dans le compte bancaire, etc. Donc, il faut faire très attention aux sommes que la personne a à son nom. Puis, il ne faut pas aussi dilapider les sommes juste avant les 18 ans là, pour se qualifier. Le gouvernement peut faire des analyses. Il y a des notaires qui m'ont dit qu'ils ont déjà regardé jusqu'à 2 ans en arrière au niveau des transactions pour voir s'il y avait eu dilapidation ou non.
Bon, mettre de l'argent dans un REER, ce n'est pas de la dilapidation, ceci dit. Donc, si l'enfant, mettons, a 15 000 à son compte de banque, puis juste à 28 ans, vous en prenez 13 000 pour mettre dans son REER, c'est correct. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Bon, je viens d'encore dire vous en parlant des parents, mais bon, je pense être capable de faire le switch là, par rapport à vos familles. Donc, conseil, je l'ai mentionné tantôt, hein, si vous voulez bâtir un patrimoine les parents veulent bâtir un patrimoine pour l'enfant, c'est super, mais il faut faire bien attention de la façon qu'on le fait. Euh, Très rapidement, là, juste mentionner qu'il y a deux programmes qui existent au niveau des contraintes sévères à l'emploi. Il y a le revenu de base, qui est une nouveauté depuis le janvier 2023. Donc, j'ai parlé un peu de la solidarité sociale. Donc, ces deux programmes-là, la différence fondamentale, c'est que pour le revenu de base, le gouvernement considère que la contrainte, elle est vraiment permanente. Puis pour établir ce statut permanent-là, bien, il utilise une durée et non exonestique. C'est un peu bizarre. C'est une personne qui a une paralysie cérébrale, on s'entend, est permanente sans sa limitation. Mais bon, le gouvernement veut que cette personne-là reçoive soit le sens ou la solidarité sociale pendant 5 ans et demi dans les 6 dernières années. Puis si la combinaison des deux fait 5 ans et demi dans les derniers 6 ans, ben là, il va devenir accessible au revenu de base. Prends l'exemple de ma fille. Nous, on est arrivé à 18 ans, ça faisait 3 ans que Juliette avait le sens. Donc, dans 2 ans et demi, donc ça arrive bientôt, elle va tomber dans le fond sur le revenu de base parce qu'elle va avoir acquis son 5 ans et demi de sens et de solidarité sociale, les deux ensemble. Alors, je parle du revenu de base parce qu'au niveau des dispositions et des paramètres, c'est un programme qui est plus généreux et qui est beaucoup plus permissif que la solidarité sociale. Donc, on voit au niveau des prestations, des montants qui sont versés annuellement, il y a quand même 33 de plus d'argent qui est versé avec le revenu de base versus la solidarité sociale. Mais où ça se distingue le plus, je pense, c'est ce qui se retrouve en dessous de la deuxième barre, le bleu foncé. C'est ce qui permet d'avoir comme revenu de travail ou comme avoir liquide. Juste au niveau du revenu de travail, là, vous voyez, la personne peut travailler 15 000, un peu plus que 15 000 par année sans aucune pénalité. Fait que le premier 15 000 que la personne travaille n'est pas pénalisé. Fait que, ça favorise la personne d'aller chercher un travail. Puis l'extra qu'elle va avoir au-dessus de 15 000, ben là, il va être pénalisé, mais il va quand même y en rester. Au niveau de la solidarité sociale, c'est très pénalisant. La personne peut juste gagner 200 pièces. Puis, ce qui est au-dessus du 200 pièces par mois, puis ce qui est au-dessus est coupé 75 %. Donc, c'est énorme. Le 75 était 100 même avant janvier de cette année. Là. Fait qu'il n'y avait aucun avantage financier, on s'entend, de travailler plus que 200 par mois étant sur la solidarité sociale. Puis au niveau des avoirs puis des biens, donc vous voyez quand même des bonnes différences entre les deux programmes. Je vais passer certaines pages, là, comme j'ai mentionné, là, j'en ai mis beaucoup, donc vous pourrez vous y référer. Je vais quand même passer à travers la présentation dans 1 heure. Autre élément à mentionner au niveau des aides financières, déclaration de revenus, donc les rapports d'impôt, il faut en produire annuellement. Parce que je l'avais vu tantôt, il y a des revenus qui sont permis, mais le gouvernement va ajuster les prestations en fonction des revenus, donc on doit faire la déclaration de revenus. Les aides financières donnent aussi accès à ce qu'on appelle au carnet de réclamation, qui est un peu comme une assurance médicaments que je vais aborder dans le dernier bloc, qui est au niveau des aspects de santé et de services sociaux. Et mentionner aussi que le transfert au revenu de base est effectué automatiquement. Donc, le 5 ans et demi, là, les parents n'ont pas besoin de refaire une demande. C'est le gouvernement qui gère le transfert automatiquement vers cette aide financière. OK. Petite nouveauté, vous mentionnez, si vous en avez entendu parler ou des parents vous le mentionnent, vous le voyez à quelques endroits, il va y avoir des changements en 2025. Il y a eu une loi qui a été adoptée en novembre 2024 qui vise à moderniser les aides financières, puis à simplifier aussi le régime. Donc, on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Là. Il y a des règlements qui devraient être adoptés en courant d'année. Les intentions sont très bonnes. Les organismes communautaires ont majoritairement bien accueilli, si on veut, cette loi-là. Il va y avoir des fusions de programmes, entre autres. Il va y avoir des termes qui vont changer aussi. Donc, les contraintes, contraintes sévères à l'emploi, ce ne sera plus ce terme-là qui va être utilisé. Mais bref, je n'en dis pas plus actuellement parce qu'on n'a pas d'informations, mais c'est quand même bon d'être au courant qu'il va y avoir des changements pendant l'année.
L'autre nouveauté, c'est que le gouvernement fédéral a décidé de mettre sur pied une prestation aussi pour les personnes handicapées, qui s'appelle la prestation fédérale pour les personnes handicapées, qui va commencer en juillet 2025, donc très, très bientôt. Pour y avoir accès, donc vous avez ici les critères. Donc, il faut être détenteur notamment du CIPH que j'ai parlé tantôt au niveau du REI. Donc, c'est un crédit qui est super important à avoir au fédéral. Il faut aussi avoir produit une déclaration de revenus. Fait que là, ça fait une couple de fois que je vous dis que l'enfant doit faire une déclaration de revenus. Donc, vous voyez que c'est vraiment important. Et le point qui est intéressant ici, c'est que c'est des montants qui vont s'ajouter aux mesures provinciales. Donc, les gens avaient les organismes avaient peur que ça vienne couper les aides financières provinciales, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça va s'ajouter. C'est un petit montant, mais qui va quand même s'ajouter aux aides financières. Puis là, il y a différentes règles. J'en ai mis un petit peu ici. Je vais passer vite quand même, mais juste mentionner que c'est nouveau. Ce qu'il faut savoir, par contre, l'avertissement, c'est que ce n'est pas automatique. Les gens devront faire une demande. Ce n'est pas parce que la personne a le CPH que la personne va recevoir automatiquement cette prestation-là, qui est pour les personnes majeures, hein, en passant. Là. Donc, on parle des 18 ans et plus. Mais il va falloir faire une demande. La procédure exacte pour faire la demande, c'est aujourd'hui même que le gouvernement est censé la publier. Donc, je n'ai pas été voir ce matin si c'était le cas ou si ça va être cet après-midi, mais bref, incessamment, on va savoir quoi faire. OK, donc ça termine les aides financières. Ensuite, chaque emploi-service, donc c'est un programme financier, une autre aide financière qui est possible pour aider les familles à, à se dégager de tâches qu'ils ont à la maison. Donc, c'était le but premier, c'était que les gens puissent avoir de l'aide à domicile, rémunérer des gens là, pour venir donner de l'aide à domicile. Ce qui est particulier avec les 18 ans, c'est que le parent peut s'engager comme employé, si on veut, pour donner des soins à domicile. Fait que tout dépendant du nombre d'heures et de l'enveloppe budgétaire que les familles peuvent avoir avec chaque emploi de service, ça peut quand même donner des montants. On parle ça peut même aller dans les dizaines de milliers de dollars par année là, que le parent pourra avoir. Par contre, il va perdre un crédit d'impôt pour proche aidant, que je vais parler dans quelques instants. Donc, il faut juste faire un petit calcul, savoir si ça vaut la peine ou non. Par contre, les familles qui sont en couple, ben, il y a un parent qui peut être rémunéré par le chèque emploi-service, puis l'autre peut demander le crédit. Donc, on a comme le beurre et l'argent du beurre, si on veut, puis c'est correct, là, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Là. On peut avoir les deux éléments. Il y a des gros enjeux, là, je ne vous cacherai pas, au niveau du chèque emploi-service. Vous avez peut-être même vu d'ailleurs, il y a eu une nouvelle, un reportage qui a été fait hier à nouveau, si ma mémoire est bonne, là, au niveau de ça, des familles là, qui se font couper. Il y a de très grandes disparités en termes de région au niveau de l'accessibilité et de la mise en place de ce programme-là. OK, les impacts fiscaux, très rapidement, parce que c'est pas un sujet qui était très sexy. Dans ce fond, juste vous mentionner ici que au niveau des parents, l'impact d'arriver à 18 ans, bien, il est positif. Parce que les parents ont accès à un nouveau crédit, qui est le crédit pour proche aidant au Québec, qui est quand même pas loin de 3 000 crédit qui n'est pas accessible lorsque l'enfant est mineur. Donc, rendu à 18 ans, vous voyez les autres crédits qui ont peu ou pas d'impact, que ce soit au Québec ou au fédéral. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est qu'il peut y avoir un gain financier pour les parents s'ils sont admissibles pour le crédit d'impôt pour proche aidant. Pour avoir accès à ce crédit-là, donc, je suis obligé de revenir sur les mêmes points que j'ai dit tantôt. Il y a le CIPH qui est important d'avoir pour les crédits là, fédéraux et pour le crédit proche aidant au Québec. C'est un peu l'équivalent du CIPH, mais qui s'appelle l'attestation de déficience, qui idéalement doit être remplie avant les 18 ans, parce qu'après 18 ans, ben, je l'ai déjà mentionné, le parent peut parler au nom de l'enfant, on ne peut pas accéder à son dossier. Donc, plus d'affaires qu'on règle avant les 18 ans, mieux c'est. Il y a aussi des impacts fiscaux pour le nouvel adulte. Donc, l'enfant qui arrive à 18 ans, même s'il a peu de revenus, il va quand même avoir un intérêt à faire ses déclarations parce qu'il y a deux crédits qui vont lui être remboursés à travers d'années, comme il y a peu de revenus. Donc, au fédéral, il y a ce qu'on appelle le crédit pour la TPS et au provincial, il y a le crédit pour la solidarité. Donc, vous voyez les montants, c'est un 800 quand même que la personne va recevoir en produisant ses déclarations de revenus. Puis, il fait plusieurs fois, je le dis d'ailleurs, il y a plusieurs avantages à produire les déclarations de revenus. Finalement, si on fait le dernier point là, pour le niveau des impacts financiers, si on fait un petit wrap-up de tous les éléments que je vous ai mentionnés, puis on essaie de voir c'est quoi l'impact pour les familles d'arriver à 18 ans. Est-ce qu'on perd de l'argent? Est-ce qu'on gagne de l'argent?
Donc, j'essaie d'aller un petit peu aux extrêmes, donc des parents qui avaient le sens palier 1, donc c'est quand même un gros montant, et l'enfant reçoit la solidarité sociale, qui est un gros montant aussi de l'autre côté. Là, tantôt, je ne vous ai pas parlé de pension parce qu'on manque de temps, mais lorsqu'on demande la solidarité sociale, absolument, les parents vont charger une pension à leur enfant parce qu'il demeure à la maison. Mais au final, ce que ça fait, c'est que dans ce cas-ci, il y a une légère perte financière quand on prend les deux ensemble. Mais je rappelle que j'ai pris des cas extrêmes. Hein. Fait que les parents qui n'ont pas le sens palier 1 ou qui ont le palier 2, ben, il va peut-être avoir un gain positif d'avoir les rendus à 18 ans. De l'autre côté, s'ils ne demandent pas la solidarité sociale, ben là, ça peut être très pénalisant. Si on a le revenu de base, qui est quand même 5 000 $ de plus, là, il va y avoir un gain quand même globalement là, au niveau des impacts financiers. Donc, on y va avec les aspects légaux maintenant. Donc, cette fiche encore, je vais y aller encore plus rapidement sur ces éléments-là. Le point 1, en gros, les mesures de protection de représentation. Là, encore une fois, c'est un élément où les parents ont beaucoup, beaucoup de questions. Puis il est en gras parce qu'il y a des conférences, il y a des présentations qui se donnent spécifiquement là-dessus. Donc, c'est pour ça que je ne rentrerai pas en détail, mais si vous avez besoin de plus d'informations, donc ça sera possible. Ça serait possible. OK. Donc, les mesures de protection et de représentation, comme trois éléments essentiels hein, quand on veut peut-être mettre ça en place, il faut connaître c'est quoi les mesures qui existent. Il faut évaluer si c'est nécessaire dans la situation des familles. Et on doit connaître également les démarches qui sont nécessaires pour les mettre en place. Donc, moi, je vais juste parler un peu des mesures qui existent, compte tenu du temps. Donc, les mesures qui existent, il y en a 5. Il y en a 3 pour les personnes qui sont aptes. La procuration, le mandat de protection et la mesure d'assistance, qui est une nouvelle mesure depuis novembre 2022. Donc, ça, c'est important de comprendre, là, cette partie-là. La personne qui devient majeure doit comprendre ce qu'elle fait, elle doit être capable de lire pour pouvoir utiliser ces mesures-là. Donc, un enfant qui est inapte ne peut pas donner une procuration à ses parents. Un notaire ne peut pas, au nom de l'enfant, donner une procuration aux parents. Donc, il faut vraiment que la personne soit apte pour utiliser ces mesures-là. Les deux mesures pour une personne inapte qui existent, c'est la tutelle au majeur et la représentation temporaire. La tutelle au majeur, il y a eu des changements quand même assez importants en novembre 2022. Donc, c'est la seule mesure qui existe maintenant. Avant, il y avait des curatelles. Je ne sais pas si vous, pour certains, vous vous rappelez de ce terme-là. Il n'y a plus de curatelle maintenant. Ce n'est que des tutelles au majeur qui existent. Puis la représentation temporaire, c'est comme une tutelle, en fait. C'est les mêmes procédures, c'est les mêmes démarches pour mettre ça en place, mais c'est uniquement pour un acte précis ou des actes précis pour une période de temps donnée. Par exemple, une mère qui est inapte, puis il faut vendre la maison. Donc, on pourrait mettre une mesure temporaire en place uniquement pour vendre la maison, par exemple, de ma mère. Mais pour le reste, je n'ai pas besoin d'avoir une mesure de représentation. On est capable de s'organiser autrement. Donc, tu sais, la procuration pour les enfants là, des familles, il y a beaucoup de familles qui disent j'aimerais savoir une procuration pour pouvoir gérer les affaires de mon enfant. Ben, il faut qu'il comprenne ce qu'il fait l'enfant. Il n'y a personne d'autre que lui qui peut donner une procuration là, à quelqu'un. Donc, j'ai dit que je vais y aller rapidement. Donc, vous allez avoir toutes ces pages-là. Si vous voulez vous y référer puis les lire, là, vous pourrez le faire. Alors, petit point ici sur les mesures, il y a 3 façons de les mettre en place. On peut passer par un notaire privé, on peut passer par l'aide juridique ou on peut le faire par soi-même. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces façons-là. L'aide juridique, c'est des coûts hein, qui sont beaucoup moindres que passer par un notaire privé. Par contre, on ne peut pas commencer les démarches avant 18 ans parce que c'est le revenu de l'enfant qui est pris en considération pour pas que ça coûte moins cher. Là. Donc, on doit attendre les 18 ans de l'enfant pour que ce soit ses revenus à lui et non les revenus familiaux qui soient pris en place. Puis, il y a des éléments communs à travers tout ça. Là. Ce n'est pas permanent. Il y a une réanalyse qui se fait tous les 3 à 10 ans. C'est un processus qui est quand même long. Fait que les parents, là, c'est vraiment critique, qui savent que leur enfant, il va avoir beaucoup de problèmes rendus à 18 ans, puis ça prend un représentant légal, il va peut-être falloir commencer avant les 18 ans, là, parce que c'est quand même un délai de 6 à 18 mois pour mettre ça en place. Puis il y a une séquence définie de choses à faire. Il faut quand même assez bien détailler quand on fait des recherches sur Internet, puis sur le site Cap 18 ans aussi. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails non plus, question du temps, mais ils sont dans la présentation, vous pourrez y référer là, éventuellement. Dernier élément au niveau de la tutelle, c'est que ça prend ce qu'on appelle un conseil de tutelle. Donc, vous avez le tuteur qui va être nommé pour s'occuper de l'enfant, puis au-dessus du tuteur, il y a ce qu'on appelle un conseil de tutelle qui est obligatoire,
qui est formé de 3 personnes, vous voyez, de 2 substituts. Puis les parents voient souvent ça comme étant un chien de garde. Ils se disent, je vais toujours me faire évaluer, je vais toujours me faire regarder ou juger par le conseil. Ce n'est pas ça le but, puis ce n'est pas ça le but non plus du curateur public auquel on doit quand même rendre des comptes annuellement. Ils sont vraiment là pour, ben, oui, ils sont là pour superviser si jamais il y a des problèmes, mais à la base, ils sont là pour aider les gens, les accompagner dans leur statut d'être le représentant légal. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont fournies sur Internet là, par le curateur public. OK, les testaments. Ce que les gens doivent savoir au niveau du testament, c'est que les règles de succession sont les mêmes pour tous, qu'on soit inapte ou non. Donc, on a un testament, c'est les règles de testament qui s'appliquent. On n'a pas de testament, c'est le code civil qui s'applique. Et pour faire un testament, il y a seulement une personne apte qui peut le faire. Il n'y a personne, même un représentant légal avec une tutelle, qui peut faire un testament pour quelqu'un d'autre. Donc là, c'est de se poser la question, pour les parents qui ont des enfants dans un particulier, est-ce que l'enfant est apte à faire un testament? S'il est apte, quand il arrive à 18 ans, idéalement, on y en fait préparer un. S'il n'est pas apte, bien là, il faut savoir qu'est-ce qui va arriver lors de son décès. Le Code civil du Québec, ce qui prévoit, dans le cas d'une personne qui a des parents, donc, par exemple, Juliette, elle arrive à 18 ans, nous, on est encore vivants, puis elle a des frères et sœurs. Donc, à son décès, il y a 50 qui nous reviennent à nous comme parents, puis il y a 50 qui vont à ses frères et sœurs. Puis le Code civil, naturellement, couvre tous les cas. Fait que là, déjà là, comme parents, ils doivent réaliser que moi, je mets de l'argent au nom de ma fille, mais si ma fille elle décède, Juliette elle décède, je ne retrouve pas 100 de ce que j'ai mis au niveau de Juliette. Je reçois 50 l'autre 50 va à mes autres enfants. Bon, c'est des vases communicants, je pourrais toujours gérer ça d'une autre façon, mais pensez aux familles qui sont séparées. Il y a peut-être juste un des parents qui contribue au patrimoine de l'enfant. Lorsque l'enfant décède, les parents reçoivent chacun leur part, même le parent qui n'a pas contribué au patrimoine. Donc, je reviens un petit peu à ce que je vous avais dit au niveau des aides financières. Bâtir le patrimoine au nom d'un enfant, besoin particulier, c'est super. On le fait pour notre fille aussi. Il faut faire bien attention de la façon qu'on le fait parce qu'il peut avoir des effets non désirés, notamment pour les aides financières, j'ai mentionné tantôt, notamment pour si la personne décède malheureusement plutôt que prévu. Donc, petit avertissement, ben là, je voulais mentionner un peu, là, les avoirs biens, il faut faire attention. Les conjoints de fait, vous le savez probablement, hein, les familles qui sont en conjoint de fait, lorsqu'un des conjoints décède, il n'y a rien au conjoint survivant, tout va aux enfants. Donc là, il y a le testament des parents aussi qui est très important. J'ai parlé de testament de l'enfant, il y a le testament des parents qui est très important aussi. Puis il faut faire très attention au bien avoir légué directement à la personne, à notre enfant, parce que si cet enfant-là décède, ben, on est pris un peu dans la même situation. Il y a une petite nouveauté qui va rentrer en vigueur en 2025. C'est un nouveau régime qui est l'union parentale. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est disponible dans ma présentation si jamais vous voulez avoir plus de détails. OK, les fiducies testamentaires. Donc, c'est un véhicule qu'on entend de plus en plus parler. Les fiducies, on pense à tort que c'est pour les personnes riches, mais parce qu'à l'époque, il y avait quand même plusieurs avantages fiscaux. On va dire un paradis fiscal, c'est pas exactement ça, là, mais les gens disaient que les personnes riches utilisent les fiducies pour peut-être payer moins d'impôts. C'est plus le cas maintenant. Là, les règles ont été changées il y a plusieurs années. Là. Donc, on va créer une fiducie pour d'autres raisons. Mais dans le cas d'enfants à besoins particuliers, il y a des avantages fiscaux de créer une fiducie. Il y a plein d'autres avantages aussi de ne pas pénaliser les aides financières, mais et aussi de nous, lorsque l'on décède, au lieu de donner l'argent directement à l'enfant, on le place dans la fiducie, on peut décrire comment on veut que l'argent soit utilisé dans la fiducie. Fait qu'on peut contrôler un peu ce qui va arriver avec cet argent-là. Puis on peut même contrôler ce qui va arriver si l'enfant décède. Donc là, ça ne passera pas dans le Code civil du Québec de ce que je viens de vous mentionner. C'est vraiment les directives que le parent va avoir écrites dans la fiducie testamentaire. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages. Ça peut être planifié dès maintenant. C'est comme les testaments, il ne faut pas obligé d'attendre les 18 ans là, de l'enfant pour faire ça. Puis il faut passer naturellement par un notaire pour faire ça. Là. Il y a plusieurs notaires qui sont spécialisés dans les fiducies testamentaires. Juste petit point aussi à mentionner au défi fiducies, parce que des fois, on entend parler de plein de noms, puis on est un petit peu mêlés. On parle de fiducies testamentaires, de fiducies de type Hansen, de fiducies qui sont fiscalement admissibles pour personnes handicapées. Donc, ils ont toutes une définition un peu différente. Vous voyez, testamentaire, c'est qu'elle est créée au décès.
Une fiducie de type pension, c'est que dans la façon que l'argent est utilisé dans la fiducie, c'est fait de façon discrétionnaire. Donc, c'est la personne qui gère la fiducie qui va gérer la façon que l'argent sort. Ça ne sera pas automatiquement, mettons, 15 000 par année, parce que si c'est le cas, ça va couper les aides financières, si c'est vraiment systématique. Puis, il y a certains avantages fiscaux aussi. Puis, une fiducie qui est bien faite par un notaire pour un enfant besoin particulier va avoir tous ces qualificatifs-là, si on veut, au niveau de la fiducie. OK, le passeport canadien, qui est un peu particulier, lui, parce que au niveau de Passeport Canada, le fait d'être un adulte, c'est 16 ans. C'est pas 18 ans. Donc, avant 16 ans, c'est super facile. C'est le parent qui fait toutes les démarches. L'enfant, il a juste besoin de se faire prendre en photo. C'est bon 5 ans. Rendu à 16 ans, c'est un passeport pour adulte. Donc, c'est le demandeur qui doit faire toutes les démarches. Puis avant février 2025, c'était l'asile un peu, excusez le terme, entre 16 et 18 ans, parce que pour Passeport Canada, c'est un adulte, mais au niveau de la loi, il ne l'est pas. Donc, on ne peut pas avoir un jugement de cour pour dire je peux faire la demande au niveau de mon enfant. Puis, il ne considérait pas le fait qu'on était des tuteurs légaux entre 16 et 18 ans. Ça a changé, heureusement, depuis février 2025. Il y a un nouveau formulaire qui existe qui facilite grandement la période de 16 à 18 ans. Donc, pour le passeport, ce qui est vraiment intéressant de dire aux parents, c'est même si vous ne pourriez pas voyager avec l'enfant là, pour vous prémunir, si on veut, l'important, c'est de faire une demande avant 18 ans. C'est quand même assez simple. Je viens de le faire d'ailleurs pour ma fille Juliette, mais elle a plus que 18 ans. Ceci dit, c'est un mauvais exemple, excusez, là, mais j'ai quand même utilisé le formulaire le 662. J'ai une tutelle, fait que ça a quand même été facile. Mais c'est facilitant, là. C'est vraiment simple maintenant de faire la demande. Fait qu'avant 18 ans, pas besoin de jugement, on est les parents, on a besoin de déclarer qu'on est les parents, on a le certificat de naissance, naturellement, et on a un diagnostic médical. On envoie ça, puis le passeport est bon 10 ans. Fait que c'est vraiment super, cette nouvelle façon de faire-là. Rendu en haut de 18 ans, là, c'est beaucoup plus complexe. Il faut être un représentant légal. Donc, ça prend un jugement de la Cour pour faire la demande de passeport. Droit de vote. Donc, on a mentionné qu'à la majorité, la personne est présumée apte à exercer tous ses droits. Donc, son droit de vote également. Puis c'est assez simple de voter au Québec et au Canada. La seule chose qu'on doit faire, c'est confirmer son identité et son lieu de résidence. Donc, si l'enfant connaît son adresse par cœur et connaît son nom, il peut aller voter. C'est tout ce que ça prend. Ceci dit, si la personne a besoin d'aide, il y a des outils qui existent, notamment au Québec, la trousse d'accessibilité, qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous voyez une petite image ici là, avec des prises pour des crayons, des loupes, des gabarits en gros format, des éléments en braille. Donc, c'est une trousse qu'on peut commander là, puis recevoir à la maison. Fait que ça, c'est le premier cas, c'est que la personne a besoin d'aide. Intellectuellement, elle peut voter, mais elle a besoin d'aide physiquement. Le deuxième cas, c'est que si les familles voudraient retirer des droits de vote. Donc, il y a deux façons de faire, au provincial et au fédéral. Au provincial, on n'a pas le choix, c'est par le jugement de tutelle. Au fédéral, c'est beaucoup plus simple, c'est un formulaire par élection Canada. Donc là, il faut se poser la question, as-tu vraiment besoin comme parent d'enlever le droit de vote à mon enfant en 18 ans? Nous, on l'a fait avec Juliette, là, principalement pour une question de fraude, parce que dans les faits, ça ne change rien qu'on y laisse ou qu'on y enlève, là, mais c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas une usurpation d'identité puis quelqu'un vote à sa place. Comme on sait qu'elle ne votera jamais de toute façon, ben, et qu'on a fait un jugement de tutelle, on a mis en place une tutelle de toute façon. Ce n'était pas pour ça, c'est plein d'autres raisons. Mais tant qu'à faire, là, on a enlevé le droit de vote là, à notre fille. OK, sixième élément, les responsabilités civiles et criminelles. On a juste mentionné que la personne arrive à 18 ans, on dit qu'elle est présumée à exercer tous ses droits. Bien, c'est le cas aussi, elle est présumée aussi, elle est pleinement responsable de ses actes, que ce soit au niveau civil et criminel. Fait que pour certaines familles, pour certains parents, ça peut être un enjeu. Pour des enfants qui sont agressifs, qui ont des crises d'impulsivité ou d'agressivité, des changements de médication, des fois, qui peuvent causer des affaires, puis là, ils peuvent frapper quelqu'un. Donc, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de poursuivre une personne qui l'a blessé. Ceci étant dit, des fois, ça peut être un élément de réflexion pour savoir si on a besoin de mettre en place ou non une tutelle. Puis d'avoir vraiment un rapport médical qui vient vraiment limiter, puis un rapport psychosocial qui vient vraiment définir les limitations de la personne puisqu'elle comprend. Parce que heureusement, je ne connais pas de famille qui sont arrivées dans cette situation-là, là, que l'enfant a blessé quelqu'un puis il y a une poursuite, mais j'imagine que si ça arrivait puis qu'il serait obligé d'aller se défendre en cours, d'avoir une tutelle puis d'avoir un jugement, ça doit faciliter grandement la défense, naturellement, parce que toutes les évaluations ont déjà toutes été faites. Donc,
C'est un cas un petit peu extrême, là. Je ne veux pas faire peur non plus aux gens, mais donc pour certaines familles, ça pourrait être un enjeu, donc je voulais le mentionner. Et le dernier élément au niveau des aspects légaux, c'est le consentement aux soins. Qui est une petite bébête à part, parce que malgré le fait qu'on est représentant légal, ça vient, c'est un peu comme le testament aussi, là, on peut pas, il y a certains éléments qu'on ne peut pas retirer systématiquement à la personne. C'est le cas, entre autres, avec le consentement aux soins. Donc, au Québec, ce que prévoit la loi, c'est que le personnel soignant, à chaque fois qu'il y a un soin qui est donné, à chaque soin, le personnel doit aller chercher le consentement libre et éclairé de la personne. Bon, ce n'est pas un gros formulaire. Là. Ils sont dans le bureau, ils posent deux, trois questions, c'est correct. Des fois, on ne s'en rend même pas compte là, que c'est que le personnel soignant est venu chercher ce consentement-là, mais il doit quand même s'en assurer. La seule exception, c'est si on écrit d'avance ce qu'on appelle des directives médicales anticipées. Mais pour le faire, il faut être apte et majeur. C'est un peu comme un testament, si on veut. Là. Donc, dans ces directives-là, vous allez dire, c'est un testament, mais pendant que vous êtes vivant, là, ça s'appelle quand vous êtes vivant. Donc, dans ces directives-là, vous indiquez ce que vous voulez comme traitement médicaux, par exemple. Mais pour les écrire, je l'ai mentionné, là, il faut être apte à le faire. Donc, si l'enfant il a une inaptitude, il ne pourra jamais écrire des directives médicales anticipées, puis il ne pourra jamais donner son consentement. Comment ça fonctionne au niveau de la loi? En cas d'inaptitude, il y a une priorité. Première priorité, c'est le représentant légal. Donc, s'il y a une tutelle, s'il y a un mandat de protection homologué, c'est ça qui est utilisé. Deuxième cas, c'est si la personne a un conjoint. Et finalement, c'est un proche aidant ou une personne qui démontre un intérêt. Donc, l'enfant, on prend un exemple, l'enfant arrive à 18 ans, il est inapte, il n'y a pas de tutelle en place, il y a un soin médical qui est à l'hôpital, donc, la tutelle n'est pas en place, la personne n'a pas de conjoint. Donc, comme parent, comme père ou comme mère, on peut donner le consentement pour cette personne-là. Si elle avait un conjoint, par exemple, une personne âgée qui au niveau des capacités, là, ça diminue, par exemple, l'Alzheimer ou de la démence. Donc, tant qu'il n'y a pas de tutelle en place, mais s'il y a un conjoint, cette personne-là a un conjoint, cette personne-là va avoir priorité sur, disons, les enfants de la personne âgée, là, qui voudraient peut-être prendre des décisions pour leur mère ou pour leur père. C'est quand même le conjoint qui a priorité. Par contre, s'il y a une tutelle en place ou un mandat de protection homologué, bien là, le représentant légal a priorité. C'est un peu compliqué, le consentement aux soins, mais il faut quand même savoir cet ordre-là. Et quand même intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une tutelle pour pouvoir donner le consentement aux soins au niveau de notre enfant. Si on est son père ou sa mère, là, on arrive dans le point 3, on est la personne prochaine. OK, donc, on arrive au dernier bloc, qui est le bloc d'aspect de santé des services sociaux, où j'ai encore 7 fiches à présenter. C'est des éléments qui sont un peu plus faciles à comprendre, je dirais, au niveau de santé de services sociaux, parce qu'on les vit quasiment tous, ces éléments-là, nous-mêmes, personnellement, là, au jour le jour. Alors, premier élément, c'est la carte d'assurance maladie. L'impact n'est pas tout à fait à 18 ans, il est un petit peu avant, mais lors du premier renouvellement qui suit les 14 ans de l'enfant, le gouvernement va demander une photo et une signature. Et pour les enfants qui ont beaucoup de limitations, des fois, les parents vont demander une exemption, qui est un petit formulaire. C'est probablement le formulaire le plus simple à remplir dans tous les formulaires que les familles ont à remplir. C'est une petite page bien simple pour demander de ne pas avoir une photo et une signature sur la carte. Le conseil que je donne aux familles, c'est OK, la signature, je peux comprendre là, de ne pas la demander, mais la photo, si vous pouvez la prendre puis la mettre dessus, ça peut vous aider dans différentes situations parce que ça va vous donner une carte, une pièce d'identité officielle délivrée par un organisme gouvernemental. Ce ne sera pas la carte du transport adapté, ce ne sera pas la carte de l'établissement scolaire. C'est vraiment une carte officielle là, avec photo. Donc, d'un, savoir qu'il y a une exemption qui est possible, c'est intéressant. Puis de deux, d'essayer de forcer peut-être un petit peu, de faire tout ce qui est possible, là, mettons, pour d'être capable de mettre une photo sur la carte. Deuxième élément, donc, c'est les professionnels du milieu hospitalier, qui est tout le transfert, dans le fond, là, du pédiatre vers le médecin de famille et des professionnels dans tout le secteur pédiatrique vers le secteur aux adultes. Ça, cette transition-là, là, c'est une transition qui, malheureusement, est souvent pas planifiée, pas coordonnée, qui est extrêmement émotive, surtout pour les familles qui ont des soins majeurs ou récurrents, qui vont régulièrement à l'hôpital, qui se sont attachés aux infirmières, aux infirmiers, au personnel soignant, à l'endroit, au milieu. Puis là, ils changent complètement de secteur. Des fois, ils vont même changer d'hôpital.
C'est le cas à Montréal, parce que les hôpitaux spécialisés sont rien que pour enfants, puis après ça, vous tombez dans les hôpitaux pour adultes. À Québec, on a le CHUL, heureusement. Ben, heureusement, enfin, il couvre les deux, enfants et adultes. Fait que des fois, il n'y a pas de changement d'hôpital, ça dépend où les spécialistes se trouvent. Euh, donc, il y a beaucoup d'éléments à planifier, notamment le pédiatre et le médecin de famille. Vous avez vu, j'ai fait un petit encadré, là, tous les documents qu'il faut demander au médecin, au pédiatre, en fait, avant les 18 ans, sont énormes. Il y a vraiment beaucoup de préparation à faire parce qu'après, c'est beaucoup plus complexe. Ben, des fois, on perd le pédiatre, on n'a pas de médecin de famille, puis c'est pas plus long, hein, il y a des délais. Nous autres, on prend l'exemple de Juliette, elle a perdu son pédiatre à 18 ans, puis on n'a toujours pas de médecin de famille. On est pris en charge par une clinique, une GMF, là, mais elle n'a quand même pas de médecin de famille. Fait que toute fois qu'on a besoin de quelque chose, on ne sait pas ce que le médecin va tomber, il n'y a pas tout l'historique. C'est pas simple, là, vraiment. Là. Puis, donc, il faut planifier ça, idéalement, pour avoir rencontré les spécialistes d'avance, qu'il y ait un transfert qui se fait. Il y a des spécialistes qui sont proactifs et qui vont initier les transitions. Par exemple, un cardiologue ou un neurologue qui va essayer de trouver un collègue là, aux adultes pour planifier la transition. Mais dans plusieurs cas, il n'y a pas ça. Donc, il faut vraiment que les parents, malheureusement, prennent les devants pour planifier cette transition. Qui peut être, je l'ai mentionné, très émotive là, aussi. Ce n'est pas rien qu'administratif, c'est très émotif. Il y a la même chose qui se produit au niveau des services de réadaptation. Donc, on parle d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes notamment, où on va passer d'un programme DDP-TSA, jeunesse, 6-17 ans. Les noms peuvent être différents d'un 6 à l'autre. Et on va passer aux adultes. Et encore, là, il y a des délais pour essayer de planifier une transition en douceur. Moi, j'essaie de la faire, d'ailleurs. Une transition en douceur planifiée. Je suis encore en attente. Juliette a 19 ans et demi. On n'a toujours pas d'intervenant aux adultes. Que ce soit une TS, une TES, peu importe, une TSS, là, on n'a pas ça encore, malheureusement. Euh, l'autre cas, l'autre élément important au niveau des services de réadaptation, en fait, c'est les programmes d'aide technique. Je l'ai mis dans ce bloc-là. J'aurais peut-être fait un bloc à part. Là. C'est tous les programmes qui sont accessibles pour les fonctions de marche, de parole, d'audition, d'élimination. Donc, on parle des selles, l'urine, les couches, la propreté, etc. Les fonctions d'alimentation, c'est du gavage, ainsi de suite. Il y a énormément de changements à 18 ans au niveau de ces programmes-là. La plupart des besoins sont toujours couverts, mais ce ne sera pas les mêmes montants qui vont être remboursés. Ça ne sera pas le même point de service pour aller chercher, par exemple, les couches ou les piquets. Donc, les demandes ne seront pas faites de la même façon. Fait faut planifier ça aussi, malheureusement, pour les familles. Et ce que je me suis fait dire aussi par les familles, nous, on ne l'a pas vécu parce qu'on n'a pas d'aide technique, c'est que les programmes aux adultes sont moins bien adaptés, si on veut, que ceux à l'enfance. Donc, on dit, j'aimais bien le terme d'une maman, là, assurez-vous que vos aides techniques soient sa coche à 18 ans. Parce que si vous faites une demande à 18 ans et demi, par exemple, pour un fauteuil roulant, le fauteuil roulant gratis qui est fourni de base, là, ben, il est bien moins intéressant que celui qui est offert à 17 ans et demi. Donc, c'est ça, c'est un élément là, particulier à savoir, s'informer des règles, je l'ai mentionné. Et dans tous ces programmes-là, il y en a un qui s'arrête à 18 ans, c'est l'adaptation de vélo. Donc, on fournit un vélo, puis c'est la RAMQ qui finance l'adaptation du vélo en question. Donc, c'est un programme qui se termine à 18 ans. Puis des fois, ça peut quand même coûter cher l'adaptation d'un vélo. Là. Donc, c'est intéressant de le demander là, avant la majorité. Quatrième élément qui est l'assurance médicaments santé. Donc, vous savez tous qu'au Québec, on est obligé d'avoir une assurance médicaments, c'est une obligation. Puis, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent arriver. Puis, il y a deux cas classiques ici. Là. Donc, un enfant neurotypique qui est célibataire, auto-études, il reste avec vous, bien, il est obligé d'être couvert sur votre assurance s'il est en bas de 26 ans. Par exemple, il va au cégep, à l'université, ainsi de suite. Pour un enfant qui est atteint d'une déficience fonctionnelle, ben là, il n'y a pas besoin d'être aux études, il n'y a pas besoin d'avoir moins de 26 ans. Les règles sont un peu particulières. Il demeure sur votre assurance aussi, rendu à 18 ans. Donc là, c'est deux petits cas classiques, là, mais la RAMQ a un outil super intéressant qui permet de valider l'admissibilité. Donc, je vous invite si ça vous intéresse, là, à aller le rechercher. Il est facile à trouver sur Internet. C'est quelques petites questions, puis ça va dire qu'il faut que l'enfant demeure sur l'assurance des parents, il faut que l'enfant ait sa propre police, sa propre assurance, et ainsi de suite. J'ai parlé tantôt du carnet de réclamation.
donc, les gens qui ont le programme, les aides financières, pardon, qui ont le programme de solidarité sociale ou de revenu de base, ils ont accès à un carnet de réclamation qui va être ma prochaine fiche. Mais avant d'y aller, juste trois petits conseils. Nous, l'assurance médicaments santé. Donc, là, je l'ai mentionné, c'est s'informer où les parents, où l'enfant devrait être couvert rendu à 18 ans. Donc, l'assureur ou la RAMQ. Mais il peut avoir les deux. Je prends le cas de ma fille. Elle a la solidarité sociale, elle a le carnet de réclamation, mais elle est toujours couverte sur mes assurances privées. Pourquoi? Parce que je paye déjà de toute façon pour une couverture pour mes autres enfants. C'est mes deux autres enfants qui sont mineurs, qui sont sur ma couverture d'assurance. Fait que ça ne me coûte pas plus cher d'avoir Juliette là, sur ma police d'assurance. Donc, je l'ai gardée. Comme ça, si jamais il y a un élément qui n'est pas couvert par le carnet de réclamation ou qui n'est pas couvert à 100 bien, je peux toujours le réclamer sur ma police d'assurance. Et au niveau des programmes là, santé, il y a un programme aussi qui se termine à 18 ans, que vous connaissez peut-être, là, qui est le programme Mieux voir pour réussir, qui rembourse 300 aux 24 mois pour l'achat de lunettes ou de lentilles. Donc, ça aussi, il faut s'assurer d'utiliser ce programme-là là, avant la majorité. OK, le carnet de réclamation, c'est un petit carnet papier. C'est comme vous voyez l'image dans le coin supérieur droit qui est remis au prestataire d'aide financière, je l'ai mentionné. Puis, c'est comme une assurance médicaments santé qui est extrêmement généreuse. Donc, premièrement, ça donne accès à la RAMQ, donc le régime là, d'assurance médicaments du Québec, gratuitement. Pour ceux qui sont peut-être sur le régime public, là, vous savez que lors de votre déclaration de revenus, il y a l'annexe K, hein, vous devez payer une contribution à la RAMQ. Bien là, c'est zéro pour les personnes qui ont le carnet de réclamation. Donc, ils sont sur le RAMQ gratuitement et les médicaments sont tous remboursés gratuitement. Il n'y a même pas de co-assurance. Donc, 100 des médicaments qui sont dans la liste RAMQ, il y en a plus de 8000, sont remboursés gratuitement. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Vous voyez, il y a des soins dentaires, il y a des soins visuels qui sont accessibles graduellement, là, tout dépendant, ça fait combien de temps que la personne a le carnet de réclamation. Il y a aussi ce que j'appelle des prestations spéciales. Donc, plein d'éléments additionnels, notamment le transport en ambulance, plein d'aides d'appareils orthopédiques qui sont couverts par ce carnet-là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les familles parce que ça couvre beaucoup de choses lorsque la personne a les aides financières. Donc, la personne a le carnet de réclamation, vous l'avez compris, parce qu'il a accès aux aides financières. Fait que ce qu'il doit faire pour y avoir accès, là, j'ai mentionné, demander à obtenir des aides financières. Le carnet est délivré mensuellement. Fait que le petit carnet papier, tous les mois, là, il est envoyé à la maison. Puis la bonification se fait automatiquement là, pour les soins dentaires et les soins visuels. Avant-dernier point, le régime canadien de soins dentaires. C'est aussi une assurance, on va dire ça comme ça, mais spécifiquement pour les soins dentaires, qui a été mis en place par le gouvernement fédéral il y a 2 ans. Donc, c'était mis en place progressivement. Là, si vous le savez, au fédéral, il y a eu une collaboration entre les libéraux et les néo-démocrates pendant un certain temps. Puis ça, c'était une des exigences des néo-démocrates d'ailleurs pour avoir leur soutien là, en Chambre, c'est de mettre en place ce régime-là. Et l'admissibilité, donc, vous voyez, il y a 3 critères essentiellement. Il y a le revenu familial, comme dans beaucoup de programmes. Donc, eux, ils appellent ça un revenu familial net rajusté qui est moins de 90 000. Ne pas avoir accès à une assurance dentaire. Donc, ça, c'est important. Lorsqu'on a accès à une assurance dentaire par une assurance privée ou par l'assurance de notre conjoint, ou peu importe le type, même si on ne la prend pas, juste le fait d'y avoir accès, qu'on pourrait la prendre, ça nous disqualifie de ce régime-là, sauf si c'est par le biais de programmes sociaux. Donc, d'avoir le carnet de réclamation ne disqualifie pas l'enfant, en fait, la nouvelle adulte pour le régime canadien de soins dentaires. Et il faut, encore une fois, produire une déclaration de revenus. On ne s'en sort pas. Il faut faire nos rapports d'impôt. Donc, 3 petits conseils ici, 3 éléments. Donc, quand l'enfant arrive à 18 ans, c'est son revenu maintenant qui est utilisé, non pas le revenu des parents pour savoir si c'est admissible ou non. Fait que le revenu net rajusté familial en bas de 90 000, bien, la personne va quasiment assurément je vois mal un enfant de 18 ans et demi gagner plus que 90 000 là, ou avoir un conjoint puis que conjointement il gagne plus que 90 000. Fait qu'il va avoir accès au régime canadien de soins dentaires. C'est un régime qui est plus généreux que le carnet de réclamation pour ce qui est des soins dentaires. C'est une inscription qui est nécessaire, donc ce n'est pas automatique non plus. Il faut aller sur le site web, trouver, s'inscrire, ils vont valider l'admissibilité et ensuite on pourra envoyer les frais qu'on a encourus pour se faire rembourser.
Et le dernier élément au niveau de la santé et services sociaux, c'est des répits, camps et activités communautaires où il y a beaucoup de changements qui arrivent proches des 18 ans, mais pas toujours à 18 ans. Donc, les offres sont très variables selon les organismes. Je vais prendre l'exemple de notre fille Juliette. Nous, on fait affaire avec deux organismes. Il y a un des organismes que les services arrêtent à 21 ans. Donc, à 18 ans, on n'a pas eu de changement, mais on sait qu'on va en avoir dans 2 ans, on n'aura pas accès à ces répits-là. L'autre organisme, eux, ils ont, on va appeler ça la jeune enfance, qui est 13 ans et moins. Et ensuite, les ados-adultes sont jumelés ensemble. Fait que tu as en bas de 13 ans ou 13 ans et plus, incluant les adultes. Fait que nous, le transfert, c'est déjà fait à 13 ans pour ce service-là. Il faut vraiment s'informer. Bref, là, ce n'est pas tous les organismes qui offrent les mêmes critères d'admissibilité au niveau de l'âge. Puis si les parents ont besoin de trouver des organismes là, qui offrent du répit, donc il y a des répertoires de recherche qui existent, notamment l'appui les proches aidants et l'accompagnateur qui ont deux excellents répertoires là, de recherche pour trouver des ressources. Fait que ça fait le tour sur les différents enjeux, les 21 que je voulais vous présenter. Je vais prendre là 2 petites minutes juste pour faire un tour très, très rapide du site Web. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, dans le fond, c'est comme un résumé de beaucoup d'éléments qu'on trouve sur le site Web. Fait que là, vous avez la page frontispice là, du site, comme je l'ai mentionné tantôt. Le site est en ligne officiellement depuis le 27 février 2025. Vous voyez les beaux sourires sur cette photo qui regroupe les différents partenaires là, que je vous disais au début, donc des parents, il y a des intervenants, des professionnels et les différents organismes qui sont là, qui sont représentés. C'est une solution là, qu'on présente, on se plaît à dire qu'elle est 360 degrés, donc elle est tout azimut parce qu'on retrouve vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Tu sais, c'est une plateforme complète d'aide aux parents, mais aussi aux intervenants pour professionnels. On voulait vraiment que la plateforme serve à tout le monde, pas juste aux parents aidants, avec des fiches détaillées, des trucs, astuces, une ligne du temps. Donc, quoi faire à quel moment? Tu sais, je l'ai déjà mentionné, il y a des choses qu'on peut peut-être faire à 15 ans et demi, d'autres à 17 ans, et ainsi de suite. Donc, on trouve tout ça sur le site Web, des aides-mémoire et beaucoup, beaucoup plus. Il y a une petite vidéo de présentation que je ne vous présenterai pas, mais qui est disponible sur la page d'accueil du site que je vous montre à l'instant. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, mais la page d'accueil, quand on la minimise, pas minimise, mais là, j'ai mis très petite juste pour montrer qu'il y a différents éléments sur la page d'accueil, dont la vidéo là, qui est l'avant-dernier bloc en blanc, qui présente en 4 minutes un peu différents enjeux des parents aidants. D'ailleurs, au niveau des parents aidants, là, le menu principal en haut, il y a 3 grands blocs. Le premier qui est Aide parents aidants. Donc, tant qu'à faire un site web sur les enjeux des 18 ans, l'appui pour les proches aidants, je l'ai mentionné, c'est le principal collaborateur au projet. Là, voulait vraiment en profiter pour bien faire réaliser aux parents qui sont des proches aidants. Tu sais, souvent, on entend le discours, puis c'était mon discours d'ailleurs, de dire, je ne suis pas proche aidant, c'est mon enfant. C'est normal que je m'occupe de cet enfant-là. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on en fait beaucoup plus là, qu'un parent normal. Donc, ici, dans le bloc parent aidant, on retrouve justement ces éléments-là. Donc, c'est quoi? Les rôles d'un parent, les rôles d'un parent aidant, les défis qu'il y a, puis certaines histoires qui sont présentées aussi. Le bloc principal, c'est les démarches, naturellement. Puis quand on clique dessus, là, ce qui va s'ouvrir, on voit qu'on a 3 grands blocs. C'est exactement ce que je vous ai présenté. Fait que les aspects financiers, les aspects légaux, puis les aspects de santé et services sociaux, des fois, les éléments sont présentés, sont placés un petit peu différemment dans les blocs, mais on retrouve pas mal l'essentiel que je vous ai présenté aujourd'hui. Et finalement, on a la boîte à outils dans laquelle on retrouve des aides-mémoire, foires aux questions, lignes du temps, ressources et glossaires. Puis en réalité, ces 5 éléments-là, on les retrouve dans chacune des pages des démarches. Fait que, dans les démarches, par exemple, je prends la solidarité sociale, les aides financières, la solidarité sociale. Bien, dans cette page-là, c'est tout détaillé. On a une fiche détaillée, c'est quoi les formulaires, des hyperliens. Puis on va retrouver un aide-mémoire, une foire aux questions, une ligne du temps, des ressources, puis un glossaire. Mais on a comme extrait ces 5 éléments-là de toutes les pages, puis on les a mis à la même place. Fait que quand on va dans l'aide-mémoire, on a tous les aides-mémoires. Quand on va dans la foire aux questions, on a toutes les questions sur tous les sujets. Fait que c'est une autre façon de naviguer dans le site. Fait que très brièvement, donner un petit exemple, un aide-mémoire, fait que c'est un petit PDF 2 pages qui résume les choses, une ligne du temps, vous voyez des points à différents âges ce qu'on doit faire normalement pour cet élément-là, parce que là, c'est un exemple avec le REI. Un glossaire pour bien comprendre les différents termes qui sont utilisés. Une fois aux questions avec des cas spécifiques, là, avec la question et naturellement la réponse, et un répertoire de ressources là, pour avoir des informations additionnelles.
Pour nous rejoindre, de deux façons. Il n'y a pas une adresse générique, malheureusement, qui est sur Cap 18 ans. Donc, il y a une communauté Facebook qui existe, qui s'appelle Parrain Aidant Cap 18 ans. Communauté. Fait que c'est facile à trouver. Donc, vous voyez une belle photo là, de ma belle Juliette qui est là. L'autre façon, c'est que moi, je me suis créé une adresse générique pour traiter de Cap 18 ans. Parce que si vous avez des questions, des commentaires, des enjeux à partager, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre, puis peut-être de bonifier les éléments qu'on a en fonction des commentaires qu'on va avoir reçus. Alors voilà,